10 millions d'oiseaux pour un désert que les experts déclaraient stérile, contraste brutal entre deux chiffres qu'aucune machine n'aurait pu rapprocher. Dans le Sahel secoué par les pénuries, un simple battement d'ailes transforme la poussière en promesse, inversant la logique d'un progrès obsédé par la technique. Que signifie pour vous cette rupture, quand Ibrahim Traoré parie sur un indicateur vivant plutôt qu'industriel, et que chaque plume devient une unité de souveraineté mesurée à hauteur d'homme? Si le projet semble aujourd'hui limpide, il naît pourtant d'un risque majeur, celui d'un pays qui ne peut plus compter sur des chaînes d'approvisionnement lointaines pour nourrir ses villages. La promesse associée au programme repose alors sur une idée simple, presque fragile: transformer une faiblesse en ressource locale durable, en misant sur des pratiques capables de survivre là où les machines capitulent. Ce pari n'engage pas seulement les agriculteurs du Sahel, il redéfinit la manière dont une nation mesure sa propre sécurité alimentaire, car la dépendance prolongée accentue l'instabilité économique, fragilise les foyers et expose les communautés aux fluctuations extérieures. La force du projet réside justement dans ce renversement. Ce qui paraissait impossible devient soudain reproductible, village après village. Et derrière cette bascule apparaît une question discrète, mais décisive. Que se passe-t-il lorsqu'un territoire retrouve le pouvoir de se nourrir sans médiation extérieure? Cette interrogation, qui circule déjà dans les marchés ruraux, agit comme une braise lente. Elle ouvre la voie à un modèle où la souveraineté ne se proclame pas, elle se cultive. La révélation arrive tôt dans le récit. En seulement 3 mois, les premiers couvoirs artisanaux modifient déjà l'équilibre alimentaire de plusieurs communes rurales. Ce chiffre inattendu sert de point d'appui à une dynamique plus vaste, où chaque oiseau élevé localement perturbe la logique qui avait figé le Sahel dans la dépendance. Pour comprendre cette mutation, il faut remonter au moment où Ibrahim Traoré expose son intention aux agriculteurs réunis sous un abri de fortune. Il ne présente ni plan technocratique, ni promesse spectaculaire. Il décrit plutôt une chaîne de causalité simple. Si les familles élèvent des pintades adaptées au climat, alors elles réduisent leur vulnérabilité aux importations. Si cette vulnérabilité recule, alors la marge d'autonomie augmente. Et si l'autonomie progresse, même faiblement, alors une souveraineté réelle devient possible. Cette articulation pragmatique surprend d'abord les observateurs occidentaux qui peinent à reconnaître la cohérence d'un modèle n'intégrant aucune technologie lourde. Pourtant, dans les villages confrontés aux sécheresses répétées, c'est précisément cette sobriété qui crée l'adhésion. Les premiers indices visibles apparaissent dans le sable fissuré qui se couvre d'enclos bricolés. Puis les marchés, autrefois silencieux, s'animent au rythme des œufs collectés à l'aube. Les familles découvrent qu'un simple lot de pintades peut diminuer la pression exercée par les insectes ravageurs, améliorer la qualité du sol et compléter les revenus en pleine saison sèche. Ce sont des gains modestes, mais ils rompent le cycle de résignation qui paralysait les campagnes. Ainsi se forme le contexte du programme, une logique ascendante, patiente, où la souveraineté se construit à partir d'éléments minuscules, mais cumulés. On comprend alors pourquoi Ibrahim Traoré insiste sur la valeur politique de ces gestes ordinaires. Chaque œuf pondu représente une unité d'indépendance qu'aucune aide extérieure ne peut offrir. Et ce constat, d'abord discret, devient le moteur d'un mouvement qui s'étend de village en village, comme une respiration retrouvée dans un territoire longtemps asphyxié. Au milieu du projet naissant, une figure locale devient le prisme idéal pour saisir la transformation en cours. Un agriculteur d'Arbinda, connu pour ses récoltes maigres et ses saisons marquées par l'attente. Son rôle n'a rien d'héroïque. Il incarne simplement la normalité d'un quotidien fait de calculs prudents, de réserves limitées et d'une relation fragile au climat. Lorsque le premier couvoir communautaire ouvre à quelques minutes de marche de chez lui, il n'y voit d'abord qu'une tentative de plus pour résister à la sécheresse. Mais les semaines passent, et il observe un détail qui change tout. Les oiseaux survivent, puis se multiplient,
Et surtout, ils consomment les insectes qui détruisaient ces dernières parcelles de mil. Le deuxième cas se déroule à Doricaya, où une famille élargie partage traditionnellement ses revenus entre plusieurs foyers. L'arrivée des pintades modifie discrètement cette organisation. Les adolescents, qui songeaient à partir vers le sud, restent pour apprendre à gérer les couvées. Les femmes réagencent les dépenses domestiques autour d'un flux d'œufs régulier. Les hommes réparent les clôtures comme on consolide un investissement précieux. Personne ne parle de révolution, mais chacun reconnaît que le rythme du village n'est plus tout à fait le même. Ses effets restent modestes mais structurants. Ils déplacent les priorités, redonnent un horizon et transforment des gestes simples en leviers de stabilité. Dans cette perspective, l'enjeu central apparaît avec netteté. Quand le quotidien change, le pays change aussi. Le déclencheur survient au début de 2025, presque sans mise en scène. Ibrahim Traoré rencontre un groupe d'agriculteurs sous un abri ouvert au vent et prononce 9 mots qui tracent un cap. Ce n'est pas un discours de chef d'État, mais une ligne de force. Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer. Cette phrase circule immédiatement dans les villages, portée de bouche en bouche comme une consigne discrète, et marque le lancement du plan Protéines vertes. Le dispositif est volontairement simple. Élever 10 millions de pintades non pas dans des complexes industriels, mais dans des villages, des coopératives, des enclos faits de bois, de grillages récupérés et de savoirs partagés. En quelques semaines, les régions du Nord voient apparaître les premiers couvoirs improvisés. Les agronomes formés en urgence parcourent les pistes poussiéreuses, partagent des méthodes de reproduction et structurent les premières micro-coopératives. Quand les oiseaux survivent à la chaleur de midi, le scepticisme recule. Quand ils commencent à consommer les insectes ravageurs, le doute se fissure. Et quand les familles constatent qu'une couvée peut se multiplier sans dépendre d'aucune importation, l'idée prend racine. Les coopératives locales, d'abord isolées, s'unissent spontanément autour d'un objectif commun: sécuriser les couvées avant la prochaine saison sèche. Plus de 600 couvoirs sont construits à la main, sans aide extérieure. Les enfants relâchent les premiers oiseaux au vent, les femmes réorganisent les approvisionnements du foyer, les hommes bâtissent des enclos qui ressemblent davantage à des promesses qu'à de simples structures agricoles. Les sables, longtemps immobiles, s'ouvrent sous le poids léger des pintades. Les marchés, autrefois réduits à quelques étals clairsemés, s'animent au rythme des œufs collectés au lever du jour. La logique devient circulaire. Moins d'insectes, plus de sol vivant, plus de sol vivant, plus de millet, plus de millet, plus de stabilité. À ce stade, les analystes occidentaux parlent de agriculture symbolique, mais le symbole nourrit déjà. Ce qui était présenté comme une opération marginale devient un modèle économique embryonnaire. Les coopératives fédèrent leurs efforts, créent des prêts d'œufs, stabilisent les prix locaux et testent leurs premières stratégies d'échange. La dépendance alimentaire commence à diminuer, les familles gagnent une marge de manœuvre nouvelle, et les villages redécouvrent l'idée de souveraineté au quotidien. Dans les yeux des enfants qui observent les premières se couver éclore, on lit un changement plus profond que ne l'avaient anticipé les prévisions étrangères. Un pays longtemps contraint par les importations retrouve une forme d'autonomie élémentaire. Et pendant que cette transformation s'étend, Ibrahim Traoré maintient la même posture. Il ne brandit pas un miracle, il rappelle une méthode. La souveraineté, dit-il, ne se décrète pas, elle se cultive, plume après plume. Le passage aux chiffres s'impose lorsque les premiers rapports communautaires et administratifs convergent. Le programme, qui semblait d'abord anecdotique, laisse désormais apparaître 3 variations mesurables, modestes mais décisives, qui décrivent que la progression du Sahel à travers le prisme du vivant plutôt que celui des machines. L'enjeu, ici, n'est pas l'abondance de données, mais la capacité d'un pays à prouver qu'un changement de logique peut s'évaluer sans infrastructures lourdes. Les coopératives, les agriculteurs et les services locaux
produisent ainsi un faisceau d'indicateurs simples, lisibles et suffisants pour comprendre ce basculement. Ce pourcentage, vérifié dans les aires rurales les plus exposées, indique qu'une partie des besoins essentiels est désormais couverte localement. L'effet paraît réduit, mais il représente un début de substitution structurelle dans des zones où chaque tonne importée pèse lourd sur les budgets domestiques. Cette baisse traduit aussi un rééquilibrage des chaînes d'approvisionnement, car moins d'attente signifie plus de stabilité pour les foyers vulnérables. Deuxième chiffre, la perte de bétail liée aux insectes chute de 15%. Ce recul souligne que les pintades consomment naturellement des nuisibles qui fragilisaient les troupeaux. La variation, même limitée, rétablit un cycle de reproduction animale moins exposé aux ravageurs saisonniers. Elle améliore également la résilience économique des familles, car un bétail préservé constitue une réserve de valeur dans les périodes de stress climatique. Troisième chiffre, la fertilité des sols augmente de 40% dans certaines zones semi-arides. Ce pourcentage provient des relevés observés après l'apport répété des déjections des pintades sur des terrains auparavant stériles. La mesure indique que les sols compactés reprennent une respiration biologique essentielle aux cultures vivrières. Elle confirme que la régénération ne vient pas d'un investissement mécanique, mais d'un processus organique reproductible. Ces trois deltas, 9%, 15%, 40%, ne décrivent pas un miracle. Ils décrivent une dynamique lente, presque têtue, qui part d'un niveau faible et s'amplifie parce que les communautés y participent directement. Cette progression montre aussi que le modèle ne repose pas sur une intervention spectaculaire, mais sur une logique cumulative. Chaque couvée ajoute une unité d'autonomie, chaque enclos ajoute une unité de résilience, chaque famille engagée ajoute une unité de stabilité. Le programme, loin des récits idéalistes, démontre que l'impact réel peut émerger même lorsque les ressources sont limitées. Pour les agriculteurs du Sahel, ces chiffres ne sont pas des abstractions. Ils se traduisent en journées de travail mieux maîtrisées, en dépenses alimentaires réduites, en sols plus réactifs, en troupeaux moins exposés aux ravageurs. Ils se traduisent aussi en confiance, ce capital immatériel que les statistiques peinent à saisir mais qui décide souvent de la réussite ou de l'échec d'un modèle. Ici se trouve la logique que souligne discrètement Ibrahim Traoré. Le progrès ne se mesure pas seulement à la quantité produite, mais à la part de vie qui cesse de dépendre de forces extérieures. Les deltas paraissent modestes, mais ils rompent un cycle vieux de plusieurs décennies. Ils forment la preuve que la souveraineté, avant d'être un discours, peut être un mécanisme reproductible et observable. Deux objections solides émergent lorsque les analystes extérieurs examinent le programme. La première, défendue par plusieurs économistes européens, affirme qu'un élevage diffus, dispersé dans des centaines de villages, ne peut satisfaire durablement les besoins alimentaires d'un pays entier. Selon eux, seule une production mécanisée et centralisée garantit des volumes réguliers, des standards uniformes et une intégration fluide dans les circuits marchands. Ils rappellent que les industries agroalimentaires modernes fonctionnent sur l'échelle, la répétition et l'optimisation, trois piliers que les pintades villageoises ne pourraient égaler. La seconde objection se veut écologique. Elle avance qu'aucun modèle reposant sur une seule espèce, même rustique, ne peut régénérer un territoire soumis à la sécheresse et à l'érosion. Certains observateurs craignent qu'un déséquilibre biologique survienne tôt ou tard, surtout dans les zones où les ressources alimentaires fluctuent fortement. Leur argument repose sur une idée simple. La biodiversité stabilise les écosystèmes, tandis qu'une dépendance excessive envers une seule espèce expose les communautés à des vulnérabilités imprévisibles. Ces deux arguments méritent d'être formulés pleinement, car ils traduisent des inquiétudes réelles. Ils invitent à examiner la robustesse du modèle au-delà de ses résultats initiaux et à éviter tout triomphalisme précoce. Les agriculteurs, les coopératives
Et les rapports locaux soulignent que le programme n'est ni une politique d'élevage industriel, ni une stratégie fondée sur un monoculteur animal. Les pintades ne constituent pas une fin en soi. Elles agissent comme un outil d'apprentissage, une première étape qui crée un effet de levier social. Leur rôle est fonctionnel: réduire les insectes, régénérer les sols, produire rapidement de quoi stabiliser l'alimentation et les revenus. Dans Nwondo et tout, les communautés décrivent les couvées comme des soldats silencieux, permettant de reconstruire un socle minimal d'autonomie avant d'étendre les pratiques agricoles. Elles ne cherchent pas à remplacer la diversité, mais à créer un point d'entrée vers une souveraineté distribuée. C'est cette logique que rappelle Ibrahim Traoré lorsqu'il affirme que la pintade n'est pas un objectif, mais une méthode. Et c'est précisément ce cadre, modeste, reproductible, ancré dans les gestes quotidiens, qui répond aux critiques. Le programme repose non pas sur une espèce unique, mais sur une pédagogie de la résilience. Ce constat, formulé d'une voix calme par un agriculteur de Dori, marque le véritable point de bascule du programme. Ce qui ressemblait à une expérimentation isolée devient soudain un phénomène observable. Les oiseaux quittent leurs enclos, suivent dans des trajectoires imprévisibles et laissent derrière eux de fines stries végétales que les satellites commencent à détecter. Les scientifiques, d'abord réservés, remarquent une corrélation entre ces déplacements et la réapparition de pousses dans des zones considérées comme perdues. Les habitants y voient un signe, les analystes un hasard biologique. Mais tous reconnaissent que quelque chose s'est déplacé dans l'équilibre du Sahel. Le changement n'est pas spectaculaire, il est organique, tissé par la répétition de milliers de gestes. Les couvées se stabilisent, les sols respirent, les marchés adoptent un nouveau rythme. La souveraineté cesse d'être un mot abstrait pour devenir une routine partagée, nourrir, protéger, transmettre. Dans ce climat de transformation silencieuse, Ibrahim Traoré insiste sur un principe. La nature n'obéit pas, elle répond. Cette idée, à la fois factuelle et presque spirituelle, recentre le projet sur sa dynamique profonde, un écosystème vivant qui réagit à l'attention qu'on lui porte. Dans les foyers ruraux, la transformation apparaît d'abord sous forme de routines nouvelles, des œufs collectés à l'aube, une viande disponible sans attendre les camions venus du sud, une marge alimentaire qui ne dépend plus entièrement des marchés saisonniers. Les femmes, souvent responsables de la gestion des couvées, constatent une amélioration immédiate de l'immunité des enfants grâce à un apport protéique plus régulier. La malnutrition infantile recule, les dépenses d'urgence diminuent et les familles retrouvent une stabilité rarement observée dans les périodes de sécheresse prolongée. Cette progression ne relève pas du miracle, mais d'un ajustement patient qui réduit l'incertitude quotidienne. Les coopératives, devenues centres d'échanges naturels, recomposent les mécanismes du troc. Les œufs servent de micro-capital, les plumes deviennent isolants, les fumiers fertilisent des terrains longtemps improductifs. Les importations de viande chutent, libérant des ressources financières pour d'autres usages collectifs. De jeunes artisans conçoivent des incubateurs artisanaux, des réparateurs improvisent des systèmes de ventilation rudimentaires et des circuits de distribution courts remplacent des dépendances logistiques anciennes. L'économie ne se modernise pas par technologie, mais par coordination. Cette dynamique donne corps à l'idée que répète Ibrahim Traoré: la croissance peut naître de la réappropriation plutôt que de l'endettement. Le vocabulaire change, on parle moins d'assistance, davantage de cycles, de saisons, de souveraineté. La mémoire des gestes revient, nourrir, protéger, partager. Les écoles rurales enseignent à compter les couvées. Les radios locales diffusent des conseils agricoles au lieu de bulletins d'aide. Les jeunes, autrefois tentés par l'exode, demeurent dans les villages pour participer à un modèle qu'ils perçoivent comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Les chants des femmes célèbrent les oiseaux de liberté et les familles voient dans chaque couvée une preuve que la dignité peut redevenir un fait quotidien. Ce renversement symbolique
nourrit la cohésion autant que le ventre. Le Mali, le Niger et le Tchad envoient-moi des délégations pour observer le modèle burkinabé. Le Sahel, longtemps décrit comme un espace de crise permanente, propose désormais une innovation inattendue, une souveraineté écologique low cost. Les institutions internationales, d'abord sceptiques, commencent à étudier la logique du programme. La CEDEAO évoque une diplomatie écologique. Des manuels de formation sont traduits et circulent. Le Burkina Faso exporte non pas des marchandises, mais une méthode, un récit de transformation fondé sur la patience plutôt que la puissance. Ainsi se referme la question posée au midpoint. Le désert répond-il réellement? Oui, mais il répond à la manière du vivant, lentement, obstinément, selon la qualité des liens, plutôt que la force des outils. Et ce mouvement, catalysé par la vision d'Ibrahim Traoré, redéfinit ce que signifie pour un pays du Sahel écrire sa propre trajectoire. Le futur du programme se dessine en 3 trajectoires possibles, chacune reflétant la logique interne du modèle, plutôt que des projections techniques. Les dynamiques déjà observées, régénération lente, coordination villageoise, souveraineté distribuée, servent de base pour comprendre ce qui pourrait émerger dans les mois à venir. Aucune de ces trajectoires n'est garantie, car le projet repose sur la nature, la patience et la capacité des communautés à maintenir l'élan. Mais toutes 3 découlent directement de ce que Ngouando Etou décrit comme une transformation déjà en cours. Dans cette version, le programme Protéines vertes se stabilise sans accélération spectaculaire. Les coopératives continuent de renforcer leur réseau, les revenus ruraux progressent à un rythme modéré et l'exode des jeunes demeure en recul. Les universités locales structurent davantage leur formation autour de la biologie communautaire et les villages poursuivent l'apprentissage patient de la régénération. Ce scénario repose sur la continuité, une avance lente mais sûre, rendue possible par des pratiques reproductibles et une confiance consolidée. Ici, les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, adoptent le modèle burkinabé. Les coopératives régionales se coordonnent, un marché sahélien de protéines locales apparaît et la régénération s'étend par diffusion culturelle plutôt qu'infrastructurelle. Les terres dégradées reculent, les circulations agricoles deviennent plus résilientes et une diplomatie écologique voit le jour autour d'un principe simple: partager les méthodes plutôt que les dépendances. Le désert se transforme alors en espace d'apprentissage continental. Dans cette hypothèse, une sécheresse prolongée ou un déséquilibre écologique perturbe les couvées et fragilise les communautés. La migration des oiseaux pourrait s'intensifier au-delà du contrôle humain, affaiblissant la ressource principale du modèle. Mais même dans ce cas, le programme laisse une trace durable. L'habitude de créer sans dépendre, le réflexe de s'organiser localement et la conviction que la souveraineté peut se cultiver. La valeur du projet survivrait à l'échec, car la résilience acquise ne disparaît pas avec une saison difficile. À ces 3 chemins, une seule recommandation s'impose: penser en termes de cycle plutôt qu'en termes d'événements. C'est cette perspective qui permet au Sahel de lire son avenir non comme un verdict, mais comme une trajectoire vivante. Pour comprendre la portée réelle du programme, il faut désormais quitter les chiffres et revenir à ce qui rapproche le spectateur de cette histoire. Les choix, les peurs, les attentes qui structurent toute société lorsque la question de la subsistance devient centrale. 3 angles permettent de créer cette passerelle, chacun reflétant une manière différente de se situer face à un modèle fondé sur la patience et la souveraineté. Pour ces personnes, la logique du programme résonne comme une leçon de gestion du risque. Elles y voient un rappel simple: réduire la dépendance extérieure, même légèrement, c'est diminuer la fragilité collective. Ceux qui vivent au rythme des imprévus, fluctuations de prix, ressources variables, aléas climatiques, reconnaissent dans les couvées villageoises une analogie familière. La sécurité se construit par petits gestes cumulés, plutôt que par grands renversements. On peut également envisager ceci: ceux qui sont sensibles au modèle de coopération,
Ce public s'arrête sur les coopératives, les pratiques partagées, les routines transmises. Il identifie dans le programme une forme d'économie sociale appliquée, où la coordination vaut autant que la production brute. Pour eux, la réussite tient dans les liens plutôt que dans les volumes, et le Sahel devient un laboratoire de solidarité plutôt qu'un territoire contraint. Ici, le récit des oiseaux de liberté touche une fibre intime. Ces spectateurs lisent dans l'expérience burkinabé une idée plus universelle. La dignité collective peut renaître à partir d'un geste modeste. Il ne s'attache pas seulement aux résultats, mais à la manière dont un peuple reprend confiance dans ses propres capacités. À chacun de ces groupes, 2 suggestions se dégagent. Observer comment une petite marge d'autonomie change un quotidien et réfléchir à ce que pourrait signifier nourrir davantage sa propre communauté. La progression du programme ne repose pas seulement sur l'élan initial. Elle doit désormais s'ancrer dans une méthode claire, reproductible et transmise sans déformation. Cette structure, esquissée dans Ngwandouaitou, peut se résumer en 4 étapes comprenant à chaque fois un acteur, une action, un moment et un indicateur simple. L'objectif n'est pas de centraliser, mais de coordonner, un principe que Ibrahim Traoré répète lorsqu'il affirme que la souveraineté s'entend dans le geste, pas dans la directive. À cette étape, il s'agit de les villages, structurer les hubs communautaires. Quand? Au début de chaque saison sèche, lorsque les besoins sont les plus nets. Mesure, nombre de couvées stabilisées et continuité d'approvisionnement des foyers. À cette étape, il s'agit de les infrastructures légères, sécuriser l'eau et l'énergie. Quoi? Déployer des puits réhabilités, des clôtures durables, des sources d'énergie locales. Mesure, fiabilité des cycles d'élevage et diminution des pertes liées aux conditions extrêmes. À cette étape, il s'agit de la transmission. Intégrer les savoirs de reproduction. Quoi? Former les familles à la gestion des cycles, aux soins et au partage des couvées. Mesure, taux de reproduction stable dans les villages participants. À cette étape, il s'agit de la consolidation. Organiser la coordination régionale. Quoi? Harmoniser les échanges, mutualiser les excédents, stabiliser les marchés locaux. Mesure, circulation régulière des œufs, prix locaux moins volatiles, autonomie accrue. Ces 4 jalons referment la question posée plus tôt. Comment transformer une initiative en système vivant? La réponse tient dans cette précision discrète. Un pays avance lorsqu'il synchronise ses gestes plutôt que ses discours. Dans les villages où tout a commencé, l'image demeure la même que celle évoquée dans le portrait d'Arbinda. Un homme penché sur un enclos modeste, observant une couvée qui respire au rythme du vent chaud. Cette scène, anodine en apparence, résume la profondeur du programme. Elle rappelle le premier geste discret. Réparer une clôture, protéger un œuf, chasser un insecte, qui a fait basculer une économie de survie vers une économie du vivant. C'est ce retour au geste simple qui relie aujourd'hui les foyers, les coopératives et l'ensemble du territoire. Dans cette progression intime, Ibrahim Traoré n'incarne pas un héros, mais un point d'appui. Son insistance sur la dignité, sur la mémoire, sur la souveraineté cultivée à hauteur d'homme trouve ici son écho le plus clair. La transformation d'un désert ne commence pas dans un bureau, mais dans une main qui nourrit. Et lorsque les familles voient les pintades revenir chaque matin, elles comprennent que la liberté n'est pas un slogan politique. Elle est un mouvement patient qui traverse les générations. Une idée se détache alors, simple et dense. La souveraineté commence dans le foyer. À l'échelle du Sahel, le récit né autour des pintades s'est transformé en une conversation collective sur la dignité et la capacité d'un peuple à reconstruire son quotidien sans attendre le feu vert de quiconque. Dans les villages, ce n'est plus seulement un programme, c'est un souffle partagé, un apprentissage patient qui relie les familles, les coopératives et les jeunes générations à une idée plus vaste d'autonomie,
L'expérience burkinabé montre qu'une transformation profonde peut naître d'un geste minuscule, pourvu qu'il soit répété, transmis et assumé comme un choix commun. Ce mouvement, décrit dans Ngwondo Etu, ne demande pas d'adhésion spectaculaire. Il invite simplement chacun à réfléchir à ce qu'il peut nourrir, préserver ou transmettre dans son propre espace de vie. Lorsque le sable respire à nouveau, il rappelle que les territoires changent lorsque les communautés décident d'en reprendre la maîtrise, même un pas après l'autre. Alors une question demeure, ouverte et sans contrainte. Quelle forme de souveraineté pourriez-vous aussi faire naître à votre échelle ?